21h30, vous êtes bien dans l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé. L'after ce soir avec Alpha Baldé et François Malardo et avec Timothée Mémon qui se désespère devant ce deuxième match de l'équipe de France à l'Euro de foot féminin. Les Françaises toujours menées à 30 secondes de la mi-temps. On voit le masque sur le visage d'Olivier Chouafny, le sélectionneur. Timothée. Savoir ce qu'il va falloir leur dire, parce que depuis le but encaissé, elles sont sorties de leur match, les Françaises, qui en début de rencontre produisaient leur jeu, allaient vite de l'avant, essayaient de passer sur les côtés, de donner des centres, mais là elles sont en train de se faire, passez-moi l'expression, bouffer physiquement par les joueuses autrichiennes qui durcissent, qui mettent des coups, qui sortent les coudes. En tout cas 45 minutes de jeu tout pile, c'est pas encore la fin de la première période, il y aura 1 minute de temps additionnel et 1-0 en faveur de l'Autriche. C'est incroyable ce parcours de l'équipe de France féminine qui s'est imposé 1-0 très difficilement à son premier match contre l'Islande grâce à un pénalty inscrit à la 86e minute. C'est incroyable ce que ce parcours me fait penser à celui des messieurs l'année dernière. Au tout départ où c'était extrêmement compliqué. S'il peut se terminer comme ça, je pense que Chouafny et ses filles seront. Il y avait, oui, je te rejoins sur l'aspect se mettre dans la compétition. Ça a été compliqué. Mais visiblement, c'est une spécificité française. Ouais, sauf que je trouve que les filles ont encore un plus gros. Elles ont avec elles escortent avec elles un complexe dans les phases finales et on le voit ce soir où elles sont en train de se compliquer la vie. Et effectivement, au niveau physique, elles sont en train de se prendre beaucoup de coups, elles ne savent pas répondre. François, la France aime gagner dans la douleur, ce qui fait sa grandeur, tu vois. Ouais, je pense que vu leur qualité, elles pourraient s'épargner ça quand même. Allez, les 10 dernières secondes avec toi du temps additionnel, Timothée. Et ben voilà. C'est terminé. 1-0 après 45 minutes de jeu dans cette rencontre. But donc de Macasse en faveur des Autrichiennes. Il va falloir réagir, relever le menton pendant la mi-temps. Il va falloir se parler là dans le vestiaire. Messieurs, retour au foot masculin, la mi-temps où Monaco est mené 2-0 par le Sporting. C'est un match amical de préparation de pré-saison. Tiens, il y a un autre club titulaire. Il y a un autre club qui jouait cet après-midi, c'était à l'Olympique de Marseille, un partout face aux Glasgow Rangers à Ibrox Park. Tiens, pourquoi je parle ça me rappelle un match important de deux matchs magnifiques de Ligue des Champions, l'année où Marseille remporte la Ligue des Champions, justement. Les Rangers étaient dans le même groupe. Un 2-2 fantastique à Ibrox. Je vais pas faire que des amis, mais les deux clubs ont un petit peu perdu de leur lustre depuis. Tiens, on apprend que Carlos Bacca, en parlant de l'Olympique de Marseille, on apprend que Carlos Bacca ne jouera pas avec le Milan AC en Europa League jeudi. Est-ce qu'il serait sur le point de partir définitivement du Milan AC et pourquoi pas de venir à Marseille, Carlos Bacca? Possible. Quand un joueur est écarté comme ça, quand il ne fait pas partie d'une liste, d'une compétition que va disputer son club la saison qui commence, il y a souvent des interrogations que cela soulève. Et on sait que le Milan, Marseille voulait Bacca avec une option d'achat. C'est que ces dernières heures, ça a l'air de changer un petit peu et que Marseille serait prêt à payer la somme pour l'avoir. Et que Montella a également confirmé qu'il ne va pas jouer avec eux en Europa League. C'est possible. Tiens, moi je me pose une question. Est-ce que Carlos Bacca c'est mieux que Valère Germain qui justement a marqué le but de l'Olympique de Marseille cet après-midi face aux Glasgow Rangers? Tiens, on va poser la question à Christophe qui a fait le 32-16, supporter de l'OM. Salut Christophe. Bonsoir messieurs. Salut Christophe. Bacca mieux que Germain ou Germain ça te va toi? Déjà Germain, faut dire quand même bien parce que 4 buts en 4 matchs de préparation, c'est déjà pas mal, mais il nous faut absolument un deuxième attaquant. Donc je pense qu'une doublette Germain-Bacca, je ne sais pas si c'est complémentaire, faudra voir. Mais déjà d'avoir deux attaquants de ce calibre, moi je suis très content par rapport à ce qu'on avait avant. Très très bonne préparation, il faut le souligner, de l'Olympique de Marseille pour l'instant. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match nul toi cet après-midi? La première mi-temps c'était un match nul, on est d'accord. Après en deuxième mi-temps, je pense que ça a dû un peu gueuler, vu qu'on a fait le voyage, essayer quand même de jouer un petit peu au foot, histoire qu'on fasse pas le voyage pour rien. Et après en deuxième mi-temps, une fois qu'on a compris l'impact de là-bas où c'était quand même un peu costaud, je pense que ça a été intéressant. On voit qu'il y a des systèmes de jeu qui sont travaillés, il y a des dédoublements, il y a du jeu de passe, c'est intéressant. Donc je suis plutôt optimiste, c'est plutôt pas mal. Ça reste des matchs de préparation, mais je trouve ça plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années quand même. C'est dingue un petit peu les supporters lorsqu'il y a des résultats négatifs dans les matchs de préparation, on ne veut pas considérer, mais quand il y a quelque chose de positif et qu'on essaie de voir du jeu et tout, on essaie de garder cela comme quelque chose de positif. C'est normal, il faut être éternellement positif, sinon on n'avance pas.
Non, mais c'est d'autant plus normal que le club est en reconstruction. Voilà, on se souvient l'année dernière, c'était même pas qu'on voulait pas les considérer, les mauvais résultats de début de saison, c'est qu'on en avait rien à fiche parce que de toute manière, l'OM, on n'y croyait plus. Non, c'est sûr que ça, on les regarde beaucoup plus, mais dans le jeu, comme il a dit, en seconde période, tu as quand même de l'idée. Et est-ce que toi, tu penses que ça s'est dégagé sur la première composition, l'équipe type, ou en seconde période, tu en penses quoi? Ça se dégage un petit peu du côté de Garcia, tu penses? Je pense que là, l'équipe qui a commencé, c'est l'équipe qui va faire jouer la semaine prochaine pour le match d'Europa League, c'est obligé. Ouais. Par contre, j'ai eu quand même, je sais pas ce que tu en penses, mais sur les côtés, que ce soit Thauvin et Payet, qui ont été très discrets, ils sont rentrés plus tard. Mais je les ai trouvés très très discrets, que ce soit en première mi-temps où personne n'a vraiment été là, mais aussi en deuxième mi-temps. Après, Donc, ça manquait de déplacement devant aussi, d'appel, Oui, donc c'est du ça, coup ouais. c'était compliqué pour eux d'essayer de se servir de cela pour créer des solutions dans l'axe. Mais j'attends de voir le match d'Europa League parce que comme tu le dis, moi aussi je pense que la compo de la première période, c'est celle-là, ça ressemble un petit peu à ce que Rudy Garcia veut faire. Et dans le jeu, c'était difficile. En seconde période, ça s'améliore, mais je m'inquiète pas. Je pense ce que je vois depuis contre Beşiktaş, je m'inquiète pas. Ça a l'air de bien jouer quand ils ont envie de jouer. Voilà, Marseille qui jouera en Europa League, ce sera le troisième tour préliminaire qualificatif contre Ostende pour cette Europa League contre Ostende. Merci Christophe d'avoir fait le 32-16. Messieurs, on accélère un petit peu sur l'actualité mercato. Je parlais de Bacca et du Milan AC. Il y a un joueur que ne veut pas lâcher le Torino et que pourtant voudrait bien le Milan AC, c'est Igalo Belotti qui voilà, le club de Turin, l'autre club de Turin a dit aujourd'hui on ne le lâchera pas, Belotti. Pourtant ça aurait été une belle recrue pour finaliser la magnifique intersaison du Milan AC. Ça t'as plus que la cerise sur le gâteau là avec Belotti, troisième meilleur buteur de Serie A la saison dernière, je crois, avec le Torino. Super attaquant, une grosse marge de progression, un vrai buteur. Mais bon, voilà, je pense qu'on ne le lâchera pas. C'est comme tout, dans ce marché qui en plus c'est un marché estival quand même qui est en train de battre son plein avec des sommes astronomiques. Ça dépend combien l'oseille que tu mets sur la table. À un moment donné où tu lâches. Mais je sais pas si le Torino veut renforcer le Milan. Tu vois, c'est un petit peu. Je pense que c'est plus dans. Ouais, ça dépend de la caillasse que leur file le Milan pour que le Torino se renforce ensuite aussi. Quand tu prends beaucoup d'oseille, tu peux acheter aussi et acheter bien. Après, le Torino, il y a un changement de dynamique aussi. C'est un club qui faisait des allers-retours avec la Série B pendant des années. Là, enfin, il y a une stabilité qui s'est installée. Donc, il y a peut-être aussi la volonté de garder un joueur une année de plus pour continuer à gagner plus de place. Première moitié de classement. Ils se sont séparés aussi de leur entraîneur l'année dernière, Ventura en l'occurrence, qui était assez contesté. Leicester en Angleterre qui retient Riyad Mahrez qui est courtisé justement par l'AS Rome. Alors là aussi, ils ont intérêt à le garder pour le coup, Leicester, Riyad Mahrez, parce qu'il leur a rendu de fiers services depuis 2 ans. Bah écoute, ouais, je sais pas. Pour moi, il aurait dû partir depuis la première saison, comme l'a fait N'Golo. Maintenant qu'il reste là, ça va être compliqué. Leicester, dans leur histoire, t'as un titre de champion extraordinaire, parce que aussi miraculeux, un quart de finale de Ligue des Champions. Bravo. C'est bon, au revoir, merci. Les types maintenant ils peuvent partir en vacances et revenir sur la scène. Mais je sais pas pourquoi ils veulent le garder encore. Enfin, et puis, je sais pas. Tu vois, moi j'arrive pas à comprendre trop ces clubs qui coûte que coûte veulent le garder un joueur 1 année, 2 années. Je pense qu'à un moment donné, comme avec Lacazette, tu peux laisser partir. C'est bon, il a rendu des services, il est venu. Non, voilà, il faut il y a un jour il va partir. Non, mais l'oseille, c'est partir pour faire un cadeau. Mais tu vas pas non plus atteindre 80 millions. Non, il faut le vendre à un moment donné parce que c'est le bon moment pour le vendre, parce que la valeur marchande du type est à son sommet. Je pense pas qu'elle va augmenter de plus. Tu vois, l'année où ils sont champions, elle était tellement grande, et l'année d'après, elle descend un petit peu. Je pense que voilà, vu les prestations de Leicester, je pense que ça pénalisera plus le joueur que. Non, mais je crois qu'il partira. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Messieurs, on reste en Angleterre avec, bon ça y est, ça on le sait, Alvaro Morata qui a signé 5 ans pour Chelsea et Danilo, qui pourrait bien être rejoint par Fernando Llorente, notamment 15 buts la dernière saison avec Swansea. Mais Swansea réclamerait 33 millions d'euros apparemment pour Llorente. Je pense qu'ils sont au courant du mercato, de comment ça fonctionne, et ils ont un attaquant qui marque des buts pour eux et qui a un profil recherché un peu. Exact, sur la marché de la Première Ligue, après 33 millions d'euros, quand tu les remets dans le contexte anglais, c'est pas une somme absolument dingue quand les Anglais entre eux, enfin en l'occurrence les Gallois avec les Anglais, mais c'est le même championnat. 33 millions d'euros, c'est beaucoup, oui, mais pour les Anglais, c'est pas une somme dingue. Chelsea avec Morata, Chelsea sur Llorente, et Chelsea aussi toujours sur
sur Oxlade Chamberlain. Voilà. Mais même si Wenger, le coach d'Arsenal, a dit la semaine dernière que c'était sûr à 100% qu'il resterait à Arsenal, mais Chelsea ne se démoralise pas dans ce dossier. Il passe beaucoup de temps, Arsène Wenger, à dire que ses joueurs ne partiront pas. Il l'a dit d'Alexis. Il l'a dit d'Alexis aujourd'hui. C'est quand même qu'à un moment ou à un autre, les joueurs d'Arsenal doivent se rendre compte qu'ils ne gagneront pas de titre avec Arsenal. Il y a un truc très très drôle qui était relayé aujourd'hui par un tweetos anglais où il montrait les dates à laquelle Wenger avait dit que Cesc Fabregas, que Thierry Henry, que Van Persie ne partirait pas. Et à chaque fois qu'il disait il partira pas, 15 jours après il partait. Voilà. Souvent quand il dit ça d'ailleurs, c'est que les négociations sont en train de s'accélérer, je crois. C'est la même dynamique que le président qui conforte son entraîneur. Allez messieurs, 21h40 dans l'after. Dans un instant, on va parler de la vie tranchée de François Manardo sur le SC Bastia et ce SC Bastia relégué administrativement en National 1. Et pourtant ça ferait du bien. Ça ferait du bien au foot français de le voir rester dans le monde professionnel. C'est en tout cas ce que nous dira François. Et puis à 22h, tiens, moi je vous poserai cette question. Est-ce que le PSG, s'il paye 220 millions d'euros pour Neymar, pourra raisonnablement rester dans les clous du fair play financier? Je vous poserai la question, je la poserai surtout à un économiste du foot, Pascal Perry, que vous connaissez bien dans la maison. Il sera avec nous tout à l'heure à partir de 22h. A tout de suite dans l'after.